Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 15 janvier et voici les titres que nous allons développer. Les baigneurs de la Pointe Vénus de Mahina et la commune elle-même demandent plus de vigilance de la part des pratiquants de foil. En période de houle du Nord, ils sont nombreux à glisser sur les petites vagues, ce qui pose la question de la sécurité pour les familles. 4 personnes en réanimation, un décès la semaine dernière. La grippe saisonnière se répand en Polynésie bien plus que le Covid-19. Hier, près de 200 personnes ont été vaccinées. À mi-parcours 2022-2023, l'année scolaire reprend officiellement demain à l'Université de la Polynésie. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des pensionnaires du campus qui se préparaient à reprendre le chemin des cours. Cette rentrée universitaire, on en parle avec le président de l'UPF, Patrick Capol-Signé, est notre invité ce soir. Un mois de janvier sans alcool, c'est le principe du challenge Dry January. En Nouvelle-Calédonie, ce sont les services sanitaires qui soutiennent l'opération. Mais à Nouméa, la population semble apprécier prendre l'apéro. Fakarava, en 1998, c'est le Fénois d'avant que nous vous proposons ce soir. Perliculture, copraculture et petite hôtellerie, l'atoll était en plein développement. Merci d'être avec nous pour votre rendez-vous de l'information. Prudence et vigilance pour les baigneurs à la Pointe Vénus à Mahina. La commune a prévenu cette semaine les pratiquants de foil. Attention aux familles, car le risque d'accident est bel et bien réel si les distances ne sont pas respectées. Mélissa Chang et Patrick Sing Sing sont allés à la rencontre des usagers de la Pointe Vénus. Ces ailes, qui permettent de voler librement sur l'eau pour certains, font figure de lame de rasoir pour d'autres, notamment les baigneurs. Les foils en fait vont assez vite, les planches aussi, mais bon, elles sont assez tranchantes je pense. Par rapport quand il y a des vagues et il y a des fouilles qui viennent, qui ne savent pas faire du fouille, ils viennent là apprendre, c'est très dangereux pour les enfants. Ils peuvent se blesser et ça coupe. Hein. Les plaintes des baigneurs se multiplient ces derniers temps avec l'arrivée de la houle du Nord et de ses belles vagues. Pourtant, Mahina a vu flotter les premiers foils à la Pointe Vénus il y a déjà 5 ans. Quand il y a des vagues, il y a des paddles, il y a des kayaks, il y a des varas, il y a des pirogues à voile. Donc tout ça, c'est dangereux en même temps. Hein. Donc là, les gens, ils se focalisent tous sur le foil. Je comprends, hein, ça fait peur. Mais voilà, jusqu'à maintenant, ça fait 3-4 ans hein, qu'on vient surfer là. Et il n'y a pas eu d'accident. Et je rappelle aussi qu'on a souvent sauvé des baigneurs hein, qui se sont fait emporter par le courant. Nous, on essaie de mettre des liches justement pour éviter de perdre nos planches et qu'elles aillent jusqu'au bord sur les baigneurs. Après les baigneurs, voilà, il y a des zones où ils n'ont pas pied, nous on peut aller là. Des zones où ils ont pied, eux ils peuvent aller là. C'est un terrain de jeu pour tout le monde et nous on vient foiler ici au maximum 3 semaines à 1 mois dans l'année. Après tout le reste du temps, il n'y a pas de vagues ici et les baigneurs ils peuvent profiter du spot quoi. Le foil est sa quille longiligne et dans la ligne de mire des baigneurs. Pour autant, les vaas, paddles et autres longboards incarnent aussi un danger aux yeux des parents qui redoublent de vigilance. Je fais attention à eux. Si je suis sur la plage, je garde un œil sur eux. Et quand je vais à l'eau, je leur indique où il faut aller ou pas. Mais je fais quand même attention, il faut être prudent. À l'heure des charges, aujourd'hui, rien n'est organisé, rien n'est prévu pour eux, rien n'est prévu pour les baigneurs. Donc voilà, on ne veut pas jeter la pierre sur qui que ce soit. On veut que demain, on puisse bien vivre ensemble. C'est vraiment l'objectif avec ces nouvelles pratiques. Hein, il faut les intégrer, hein, on avance et que chacun ait sa place. Pour la commune, l'heure est à la prudence pour éviter tout accident. Les élus songent à une réglementation avec notamment une délimitation de zones. Baigneurs comme surfeurs en foil sont invités à s'exprimer sur ce plan d'eau. Et sécurité nautique toujours. Vendredi, en début de soirée, d'importants moyens de secours ont été déployés par le JRCC pour une opération de sauvetage. 2 rameurs étaient en difficulté au niveau de la passe en face de la mairie de Paia. Le balancier, le hama, comme on dit, s'était détaché de la pirogue d'un des rameurs. Le Haut-Commissariat rappelle à tous les usagers de la mer de rester vigilants et de prendre les mesures de sécurité nécessaires lors des sorties. Pour le VAA, Rodolphe Apouari, président de la Fédération tahitienne, a réagi en radio, notamment sur la couverture assurance des licenciés. Tous nos athlètes déjà, après le 31 décembre, donc ils n'ont plus d'assurance, de couverture d'assurance. Donc déjà, c'est de se préparer, s'ils veulent prendre la mer, c'est de rester dans le lagon. Puisque nous n'avons plus de couverture et en plus nous sommes dans une période où la mer elle est très forte, donc il vaut mieux par précaution rester en lagon. À chaque sortie, les attaches de nos balanciers et tout doivent être vérifiées.
Il ne faut pas aussi oublier qu'après le Hawaii Kino, et après ça s'est calmé au niveau des compétitions. Donc les vagues sont restées à pluie, soleil, et le caoutchouc va commencer aussi à s'effriter et à lâcher au dernier moment. On parle santé désormais. Au vaccinodrome de la présidence hier, 195 personnes ont été vaccinées contre la grippe par prévention. Car vous le savez, la semaine dernière, une personne est décédée. Actuellement, 4 personnes sont en réanimation à cause de complications liées à la grippe. Patita Savea. La maladie est un peu atténuée aujourd'hui et c'est aussi inquiet que par rapport à la grippe, quoi. Inutile de s'alarmer, on ne parle pas encore d'épidémie de grippe et encore moins d'une reprise du Covid, même si certaines personnes peuvent être plus à risque. Pour ce qui concerne la grippe, nous avons enregistré un certain nombre de personnes qui sont hospitalisées en réanimation au niveau du CHPF. Nous avons annoncé un décès la semaine dernière d'une personne encore jeune, 30 ans. Et justement, la plupart des personnes qui étaient là sont venues en prévention. Je suis en longue maladie aussi, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de venir. C'est au cas où. Hein. On en parle entre collègues, dans mon entourage, effectivement, on se motive les uns les autres à faire la démarche de la vaccination. C'est très utile pour la santé. Hein. Ouais. C'est le seul moyen pour être sauvé. Autre acteur aussi, les pharmacies. Elles font face aujourd'hui à un nouveau défi avec la circulation simultanée des deux maladies. C'est des symptômes qui se ressemblent énormément. Donc on est souvent amené à faire des tests Covid pour permettre de faire le diagnostic différentiel entre la grippe et le Covid. En 2022, au Fénois, la grippe a tué 10 personnes et a conduit à l'hôpital 200 malades, parmi les plus graves. Et d'après la direction de la santé, la grippe saisonnière continuera de se propager jusqu'à la fin du mois de février. Après un mois de vacances, les étudiants de l'Université de la Polynésie se remettent dans le rythme. Pour certains, les cours ont déjà repris, mais pour d'autres, la rentrée c'est demain. Caroline Fari et Patita Savea ont pu rencontrer des pensionnaires des îles qui se préparent à retourner dans les amphis. Regardez. Ça fait une semaine que je n'ai pas dormi ici. On va peut-être de revenir. Sinon, ça a été les vacances? Oui, très bien. Je suis plus en vacances. Les meilleures choses ont une fin, y compris pour ces étudiants polynésiens dont certains ont déjà fait leur entrée la semaine dernière, comme Tefaunui, originaire de Tikehau. Mon coloc est actuellement pas prison au CHU, il est ailleurs. Et ça se passe bien, la cohabitation? La cohabitation avec des personnes qui sont, on va dire, ouvertes comme moi, donc ça se passe très très bien. J'ai pas à me plaindre, là on est tous les deux autonomes. Aujourd'hui c'est ménage et je pense qu'après j'irai à la plage. Comme à chaque rentrée, Manutea revient de son île natale, Rayatea. Après les vacances, un bon ménage s'impose avant le retour de son colocataire. Eh bien je me suis plutôt pas mal adapté quand même ici, donc ça va pour moi. J'aurais préféré rester à Rayatea quand même, mais bon, il faut toujours revenir ici pour continuer les études. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Après, je compte continuer sûrement en France, mais ça reste à voir. Anihau vient, lui, de Huahine. Il est responsable du bâtiment et veille au grain. Pour lui, le retour à la réalité est parfois difficile. Je suis resté 3 semaines là-bas, je suis revenu un week-end avant la rentrée. Et c'est pas trop dur de quitter l'île à chaque fois? Si quitter la famille, les proches, pour venir ici à personne, il n'y a que toi, c'est dur. Hein. Une quarantaine d'étudiants habitent chacun de ces bâtiments universitaires. Ceux d'en haut sont plutôt réservés aux anciens. On s'organise avant la rentrée et cette année, tous seront connectés. On a repris le PIC-MIEPIS, c'est un service de transport qui nous permet, nous étudiants, d'aller faire nos courses 2, 3, voire 4 fois par mois et nous permet d'avoir un certain confort. Cette année, nous avons la chance d'avoir Internet connecté. C'est important dans le sens où tout se fait aujourd'hui numériquement. Donc, au lieu de descendre à l'université ou juste à l'INSPE, ils ont Internet chez eux. Les cours ne reprendront pas pour tous demain. Certains étudiants peuvent encore profiter de leurs îles.
Et nous parlons de la rentrée universitaire de demain avec le président de l'UPF, Patrick Capolsini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans ce reportage, ces pensionnaires des îles qui sont hébergés un peu plus haut sur le campus. La première question, est-ce que la capacité d'accueil, d'hébergement est suffisante aujourd'hui pour ces élèves des îles ou des communes éloignées de la presqu'île, par exemple? Alors, c'est jamais suffisant, puisque la capacité a augmenté d'environ une centaine de places sur les 3 dernières années, mais parallèlement, le nombre de dossiers de demande a augmenté également. Donc aujourd'hui, on accueille quasiment tous les jeunes des îles, véritablement, mais on a des demandes sur Tahiti, de jeunes sur Tahiti auxquels on ne peut pas répondre. Il y a des résidences universitaires qui ne sont pas situées particulièrement à Punaauia, il y en a à Papeete, mais est-ce que d'autres structures sont prévues dans les années à venir? Alors nous sommes on démarre des études, nous, pour avoir quelques chambres supplémentaires sur le campus, puisque là, le reportage était au CHE, donc le centre d'hébergement des étudiants géré par la Polynésie. Sur le campus, on a 72 chambres et on voudrait en construire entre 20 et 30 supplémentaires. Voilà. Après, on est un petit peu à l'étroit sur le foncier. On n'a pas beaucoup d'espace foncier pour pouvoir construire, mais on espère sortir 25 à 30 chambres supplémentaires. Les nouveaux bâtiments qui sont quasiment terminés au niveau des travaux qui doivent accueillir le pôle recherche, ils doivent être inaugurés quand? Alors normalement, inauguration tout début mars. Les travaux très bientôt. Donc on espère faire rentrer nos enseignants-chercheurs à l'intérieur courant mars. Un projet à court terme également en 2024, ce projet Narua pour des échanges à l'international, mais plus particulièrement dans le Pacifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors Narua, c'est un projet qui est très vaste et qui est sur 8 années, sur lequel on a été très fortement financé par la France, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France, puisqu'on a un financement de 1,3 milliard sur ce projet. Donc un projet sur 8 ans avec un gros volet formation où on va beaucoup rénover notre carte de formation, introduire beaucoup de nouveaux enseignements sur les transitions, sur le développement durable, sur les grandes transitions de nos pays, sur le tourisme, sur tous les métiers autour de la mer également. Donc une transformation assez importante de notre carte de formation. Et puis un volet échanges internationaux dans la zone Pacifique avec des universités qu'on a déjà identifiées, avec lesquelles on tisse des liens, qui sont à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc vraiment travailler ce grand triangle polynésien, c'est pas le triangle polynésien précis, mais en tout cas cette zone Pacifique sur des échanges aussi bien entrants, accueillir être en capacité d'accueillir des étudiants de ces universités et nos étudiants qui peuvent partir pour un semestre ou une année dans ces universités. Très rapidement, Patrick Capolsini, le 11 février, prochain grand rendez-vous pour l'université avec la journée portes ouvertes, un moment incontournable. Incontournable, absolument, au moment où tout le monde doit remplir Parcoursup. Donc ça s'adresse essentiellement aux jeunes qui sont aujourd'hui en terminale, qui se posent des questions et qui voudraient découvrir l'université. Donc samedi matin, 11 février, sur le campus. Merci beaucoup, Patrick Capolsini. On retiendra donc que le besoin est tout de même réel, au niveau du logement, notamment pour les élèves, les étudiants des îles et des communes éloignées. Merci beaucoup. Absolument. Plus d'une centaine d'athlètes ont pris part hier à l'édition 2023 du championnat de Polynésie du 5 km sur route. Chez les hommes, c'est Benjamin Zorniotti qui s'est imposé devant Damien Trocné, premier en master, et Benoît Valadier. Chez les femmes, c'est Élodie Touffet qui a conservé son titre devant Lauriane Biche et Sophie Bouchonnet. Après 3 jours de compétition dans le grand bassin de Tiperui, la Tahiti Swimming Cup 2023 s'est achevée aujourd'hui. Au total, 5 réunions ont été organisées avec notamment 28 nageurs calédoniens qui ont pris part à la compétition. Une expérience en Polynésie particulièrement bénéfique pour les athlètes du Caillou dans leur préparation aux Jeux du Pacifique de Salomon. C'est ce que nous explique Stéphane Tichon, directeur technique de la section natation de l'Olympique de Nouméa. Il est au micro de Patrick Tsing. C'est un stage de reprise pour les 2 clubs calédoniens qui sont présents et c'était l'occasion de nous faire notre entrée dans un contexte un peu différent, mettre les enfants en confrontation ici à Tahiti. C'était un beau retour puisque nos amis tahitiens sont venus en octobre à Nouméa. On vient effectivement voir les forces en présence en vue des Jeux du Pacifique et l'occasion d'échanger, partager pour les jeunes aussi, se rencontrer évidemment. Plus on est fort ensemble, et plus le niveau va s'élever, et évidemment, c'est ce qu'on recherche. C'est une pratique, un défi qui s'est internationalisé. Le mois de janvier sans alcool, le Dry January en Nouvelle-Calédonie, l'agence sanitaire et sociale a même saisi l'occasion pour la 2e année consécutive. Pendant un mois complet, elle motive les Calédoniens à rester sobres. Lizzie Carboni et Gaël Detcheverry. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de nouvelles résolutions. Mais ce samedi midi, à l'heure du déjeuner,
Les habitudes ont la vie dure. Un cocktail un peu corsé, une mousse en terrasse. À Nouméa, le Dry January ne semble pas avoir eu un écho du côté des restaurants. Les gens consomment de la même façon, tranquillement, viennent manger, passer du bon temps, mais ils parlent très peu de ce mois sans alcool. Si le mouvement n'est pas vraiment suivi, l'idée semble en tout cas faire l'unanimité auprès des Calédoniens. Mais le mois sans alcool, je ne connaissais pas. Et c'est une très bonne chose. Quand on voit l'alcool, le ravage chez les jeunes associent l'alcool et la fête, et puis ensuite on retrouve nos jeunes morts sur les routes. Vous voulez en 50 centilitres ou 70 ? Thibaut n'est pas un caviste comme les autres. Il espère bien faire changer les habitudes de consommation de ses clients. J'ai même des gens qui viennent que pour le sans-alcool du coup. Ils sont à la recherche d'autres saveurs, comme par exemple l'Archibald ici, qui est une boisson beaucoup plus sur le côté un petit peu amertume avec une bulle très fine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus rafraîchissant qu'une bière le soir et on est quand même en une période où tout coûte cher et je pense que les boissons non sucrées sont nettement meilleures que tout ce qui est alcoolisé et sucré sur le territoire. Le caviste souhaite donc élargir sa gamme de boissons sans alcool, mais la démarche n'est pas aussi simple. Tout ce qui est jus de fruits additionné d'eau gazeuse, c'est un stop à l'importation. Donc pour votre commerce, c'est un frein ? Ah totalement, oui. Parce qu'on a toute une déclinaison de produits qui serait hyper intéressant à proposer à une clientèle qui sont à la recherche de produits sans alcool et qui sont interdits à l'importation. Dommage, surtout lorsque l'on sait qu'un Calédonien sur 6 admet avoir un usage problématique de l'alcool. À Rongiroa, au Tuamotu, les habitants peuvent désormais ne plus jeter leurs appareils électroménagers et tenter de les faire réparer. Depuis janvier 2022, l'association Tata'i organise des ateliers collaboratifs de réparation. 70% des équipements apportés par la population ont été reconditionnés, ce qui évite l'enfouissement. L'objectif environnemental est clair pour les bénévoles. Désormais, il est aussi social avec la ressourcerie de Rongiroa qui a pour objectif de former des jeunes sans emploi. Des modules de formation en électrotechnique, en mécanique notamment seront organisés tout au long de l'année. Écoutez Moya Pereira de l'association Tata'i. Ça nous a permis d'une part de réparer près de 70% des équipements qui étaient apportés par la population et donc d'éviter que ces derniers soient enfouis et d'autre part d'identifier de la ressource humaine qui gagnerait à monter en compétences pour réparer plus et mieux. Toujours avec cet objectif environnemental d'éviter de jeter au maximum et de revaloriser. L'idée, c'est de faire monter en compétence la ressource humaine de l'île et de créer de l'emploi local. Dans votre Fénois d'avant de ce dimanche soir, nous retournons 25 ans en arrière sur le deuxième plus grand atoll des Tuamotu, Fakarava. À l'époque, en 98, il y avait 3 pensions de famille. C'était Piu Bombridge qui nous pose le décor. Deuxième plus grand atoll des Tuamotu, Fakarava compte quelques 500 habitants. Plus de 50% de sa population a moins de 20 ans. La première ressource de l'île, c'est le copra. Plus de 200 personnes exploitent cette filière. Par mois, s'il ne pleut pas trop, un copraculteur peut produire 1,5 tonne de copra. La moitié sera de premier choix, il en touchera 80 francs par kilo et s'il n'est que locataire des lieux, il devra reverser 50% de ses gains aux propriétaires terriens. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que le prix du copra soit augmenté. Enfin, malgré ça, on en vit. De toute façon, il n'y a pas tellement d'autres ressources économiques au Tuamotu, à part la pêche. Mais l'activité principale, c'est bien sûr la copraculture. La perliculture est la deuxième ressource pour la population de Fakarava. Chaque ferme perlière familiale de l'île produit chaque année en moyenne 1000 perles. À Fakarava, les 15 petites structures sont regroupées dans le groupement d'intérêt économique Pueravanui. La branche est juteuse, mais pas accessible à tous, car l'investissement de départ est lourd. Troisième ressource de l'île, le tourisme. Fakarava en est à ses premiers pas. 3 pensions de famille offrent un toit aux visiteurs pour des tarifs raisonnables. De 5 à 10 000 francs la pension complète, le secteur est prometteur, il peut générer de nombreuses retombées économiques.
Mais pour le maire de l'île, la population ignore sa plus grande richesse. Je suis assez inquiet car aujourd'hui la population délaisse sa plus grande richesse, à savoir la terre. Elle se tourne de plus en plus vers la perliculture ou d'autres activités. La terre, un sujet pris au sérieux par le service du développement rural. Chaque année, 1000 pieds d'arbres fruitiers et de plantes diverses sont gracieusement distribués à la population de l'île et des atolls voisins. Une politique qui permet de préserver les atolls des pestes végétales qui sévissent à Haïti. Aujourd'hui, Fakarava possède toutes les infrastructures nécessaires à son développement. L'atoll fait partie des communes Paumotu privilégiées. Installations sportives, moyens de communication divers ou d'éducation doivent permettre à cette jeune population de trouver un chemin vers l'avenir. L'information principale de ce dimanche 15 janvier, c'est le message d'avertissement de la commune de Mahina à l'attention des pratiquants de foil. La Pointe Vénus est un des lieux privilégiés par ces passionnés de la glisse, mais les baigneurs et les familles sont nombreuses dans l'eau. La cohabitation et la prudence sont pour l'instant privilégiées, mais Mahina n'exclut pas de mettre en place une réglementation. Dans l'actualité de la semaine à venir, demain, une fresque réalisée par des jeunes en insertion judiciaire sera inaugurée à la Maison de la Culture. Mardi, à l'Assemblée de Polynésie, il y aura la première séance de la session extraordinaire. Et puis jeudi, le préavis de grève au CHPF pourrait prendre effet. C'est également le jour choisi par les syndicats nationaux, le 19 janvier, pour la première grande mobilisation contre la réforme des retraites. Dans votre petit écran, ce dimanche soir sur Polynésie la Première, appelez ce journal la comédie française Inséparable, sortie en salle en 2019, puis Small Axe, peu après 21h. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Demain matin, l'information radio, c'est à partir de 5h avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. Demain soir en télé, retour de Vito Tapo et Ayata Tarahu. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de ce week-end. Passez une excellente semaine et prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.